Un jeune boxeur prometteur disparaît sans laisser de traces dans les quartiers populaires de Marseille en 1996. Pendant 15 ans, sa famille cherche désespérément des réponses. Puis, en 2011, des ouvriers découvrent une cassette VHS cachée dans le mur d'une ancienne salle de sport. Ce qu'ils y trouvent bouleverse tout ce que l'on croyait savoir sur cette affaire et révèle une vérité si troublante qu'elle remet en question la confiance même que l'on peut avoir en ceux qui nous sont les plus proches. Avant de poursuivre l'histoire de ce boxeur disparu, si vous appréciez les mystères troublants comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Nous publions de nouveaux cas chaque semaine qui vous tiendront en haleine. Et dites-nous dans les commentaires de quel pays et quelle ville nous regardez-vous. Nous sommes curieux de savoir où notre communauté est répartie dans le monde. Maintenant, retournons dans le Marseille de 1996 pour découvrir comment tout a commencé. Le Mistral soufflait fort sur Marseille en cette soirée du 23 septembre 1996, faisant claquer les volets des immeubles HLM du quartier de la Castellane. Dans le gymnase municipal Georges Carpentier, situé rue de la République, l'ambiance était électrique. Les néons grésillaient au-dessus du ring central où s'entraînait Karim Benali, 19 ans, considéré comme l'un des espoirs les plus prometteurs de la boxe marseillaise. Karim était un jeune homme de 1,68 m, aux épaules larges et aux mains rapides comme l'éclair. Né dans le quartier du Panier de parents algériens immigrés dans les années 70, il avait découvert la boxe à l'âge de 12 ans grâce à son professeur d'éducation physique, Monsieur Laroche, qui avait repéré en lui un talent naturel exceptionnel. Son père, Ahmed Benali, travaillait depuis 20 ans comme docker au port autonome de Marseille, un emploi physiquement épuisant qui lui avait forgé des mains comme de l'acier et une philosophie de vie basée sur le travail acharné. Sa mère, Fatima, était femme de ménage dans les bureaux du centre-ville et consacrait ses soirées à élever ses 4 enfants avec une patience infinie et un amour inconditionnel. Karim était l'aîné, suivi de sa sœur Nadia, 17 ans, étudiante en terminale littéraire avec des rêves de devenir journaliste, puis des jumeaux Omar et Samir, 14 ans, passionnés de football et admirateurs inconditionnels de leur grand frère boxeur. La famille vivait dans un appartement de 4 pièces au 5e étage d'une barre d'immeubles construite dans les années 60, au 47 boulevard des Libérateurs. L'appartement était modeste, mais toujours impeccablement tenu par Fatima, qui avait transformé le petit balcon en jardin miniature où poussaient des plantes aromatiques qui embaumaient la cuisine familiale. En ce mois de septembre 1996, Karim préparait le championnat régional amateur des poids moyens, prévu pour le 15 novembre. Son entraîneur, Lucien Marchand, un ancien professionnel de 58 ans qui avait raccroché les gants 15 ans plus tôt après une carrière honorable, voyait en Karim le fils qu'il n'avait jamais eu. Lucien dirigeait le club de boxe Les Gladiateurs de Marseille depuis 1982, transformant une ancienne salle de gymnastique délabrée en un véritable temple de la boxe où s'entraînaient une 50aine de jeunes du quartier. Il était devenu une figure paternelle pour beaucoup d'entre eux, leur offrant non seulement un entraînement de qualité, mais aussi des conseils de vie et un encadrement qui leur manquait parfois à la maison. Le style de Karim était unique. Une garde classique héritée de l'école française, mais avec une vitesse de frappe et des déplacements qui rappelaient les grands champions américains. Il avait cette rare capacité à anticiper les mouvements de ses adversaires et à contre-attaquer avec une précision chirurgicale qui impressionnait tous ceux qui le voyaient combattre. Sa dernière victoire, le 7 septembre 1996, contre Julien Fernandez, un boxeur expérimenté de Nice, avait fait sensation. Karim avait dominé le combat du début à la fin, remportant une victoire par KO technique au 5e round qui avait fait parler de lui dans tous les clubs de la région PACA. Cette victoire avait attiré l'attention de plusieurs managers professionnels, notamment celle de Christian Volpato, un homme d'affaires de 45 ans qui gérait les carrières de plusieurs boxeurs professionnels sur la Côte d'Azur.
Volpato avait contacté Lucien Marchand dès le lendemain du combat pour exprimer son intérêt pour Karim et proposer une rencontre. Le 20 septembre 1996, 3 jours avant sa disparition, Karim avait rencontré Volpato dans un café du Vieux-Port, accompagné de Lucien. La discussion avait duré 2 heures, pendant lesquelles le manager avait détaillé ses projets pour le jeune boxeur. Passage professionnel après les championnats amateurs, programmation de combats rémunérateurs, possibilité de s'entraîner dans des salles prestigieuses de Monaco ou de Cannes. Mais ce que Volpato proposait impliquait aussi de quitter Marseille, de s'éloigner de sa famille et de son quartier. Pour Karim, profondément attaché aux siens et à ses racines, cette perspective était à la fois excitante et terrifiante. Le 23 septembre 1996, Karim avait rendez-vous au gymnase pour une séance d'entraînement intensive avec Lucien. Il devait travailler spécifiquement ses déplacements latéraux, un point faible que son entraîneur avait identifié lors du dernier combat. Karim quitta l'appartement familial vers 18h30, après avoir partagé le dîner avec sa famille. Sa mère se souvient encore parfaitement de leur dernière conversation. Il était préoccupé par la proposition de Volpato et cherchait conseil auprès de ses parents. « Maman, qu'est-ce que tu penses ? Si je pars, je pourrais vous envoyer de l'argent, aider papa avec les factures, payer les études de Nadia. Mais j'aurai plus ma famille près de moi », avait-il confié à sa mère en l'aidant à débarrasser la table. Fatima, dans sa sagesse maternelle, lui avait répondu « Mon fils, la réussite sans la famille, c'est comme un arbre sans racines. Mais tu es assez grand pour choisir ton chemin. Nous, on sera toujours là, quoi que tu décides. » Karim avait embrassé sa mère sur le front, pris son sac de sport Adidas bleu marine et était parti en direction du gymnase en empruntant l'escalier de l'immeuble. Plusieurs voisins l'avaient croisé et salué dans la cage d'escalier, comme chaque soir depuis des années. La séance d'entraînement était prévue de 19h à 21h. Lucien Marchand était arrivé au gymnase vers 18h45 pour préparer la salle et installer le matériel. À 19h15, voyant que Karim n'était toujours pas arrivé, il avait commencé à s'inquiéter, car son élève était d'une ponctualité exemplaire. À 19h30, Lucien avait appelé le domicile des Ben Ali depuis le téléphone fixe du gymnase. Ahmed lui avait confirmé que Karim était parti depuis 1 heure pour se rendre à l'entraînement. Ils avaient convenu d'attendre encore un peu, pensant qu'il avait peut-être eu un contretemps. À 20h, Lucien avait refermé le gymnase et s'était rendu personnellement chez les Ben Ali, situés à 15 minutes à pied. Le trajet habituel de Karim était simple et direct. Descendre le boulevard des Libérateurs jusqu'à la Canebière, puis remonter la rue de la République jusqu'au gymnase. Un parcours qu'il effectuait quotidiennement depuis 7 ans sans jamais avoir eu le moindre problème. Inquiets, Ahmed, Lucien et Omar étaient partis ensemble rechercher Karim en refaisant son trajet habituel. Ils avaient interrogé les commerçants encore ouverts, les habitués des cafés, les jeunes qui traînaient sur les places du quartier. Personne n'avait vu Karim ce soir-là. À 22h30, la famille avait alerté le commissariat du 1er arrondissement. L'officier de garde, le brigadier Morel, avait pris note de la disparition mais avait expliqué qu'il fallait attendre 48 heures avant d'ouvrir une enquête officielle pour un majeur. Il avait cependant accepté de diffuser le signalement dans les patrouilles de nuit. La nuit du 23 au 24 septembre fut un calvaire pour la famille Ben Ali. Fatima ne ferma pas l'œil, passant la nuit à faire les 100 pas dans l'appartement et à réciter des prières. Ahmed et les jumeaux avaient sillonné les rues du quartier jusqu'à l'aube, espérant croiser Karim ou quelqu'un qui l'aurait vu. Le 24 septembre au matin, Ahmed se rendit au port pour prévenir ses collègues qu'il ne pourrait pas travailler et organiser des équipes de recherche avec les dockers, qui connaissaient la ville comme leur poche. Parallèlement, Lucien mobilisa tous les membres du club de boxe et leurs familles pour quadriller méthodiquement le centre-ville. Les recherches s'organisèrent avec une efficacité remarquable. La communauté maghrébine du quartier, très soudée, se mobilisa immédiatement.
Les commerçants affichèrent des photos de Karim dans leurs vitrines, les taxis firent passer le message sur leur radio, les employés municipaux gardèrent l'œil ouvert pendant leur tournée. Le 25 septembre, 48 heures après la disparition, l'enquête officielle fut ouverte par la police judiciaire de Marseille. L'inspecteur principal Jacques Navarro, 42 ans, fut chargé du dossier. Navarro était un policier expérimenté, spécialisé dans les affaires de personnes disparues, qui connaissait bien les spécificités sociales des quartiers nord de Marseille. Les premières investigations révélèrent que Karim n'avait utilisé ni sa carte bancaire, ni son téléphone portable depuis sa disparition. Il n'avait emporté aucun vêtement de rechange, aucun argent au-delà des 50 francs qu'il avait toujours sur lui, et n'avait prévenu personne d'un éventuel voyage. L'inspecteur Navarro interrogea méthodiquement tous les proches de Karim. La famille, unanime, décrivait un jeune homme équilibré, ambitieux mais les pieds sur terre, profondément attaché aux siens et sans aucun problème apparent. Lucien confirmait que Karim était au mieux de sa forme physique et mentale, concentré sur ses objectifs sportifs. Les investigations se concentrèrent rapidement sur Christian Volpato, le manager qui avait récemment contacté Karim. L'homme avait un casier judiciaire vierge et dirigeait effectivement une agence de management sportif légalement déclarée à Nice. Interrogé le 28 septembre, il se montra coopératif et expliqua qu'il attendait une réponse de Karim concernant sa proposition, sans avoir exercé aucune pression. Volpato fournit un alibi solide pour la soirée du 23 septembre. Il était en réunion avec des partenaires financiers à Monaco jusqu'à 21h30, ce qui fut confirmé par 3 témoins indépendants et les enregistrements de péage de l'autoroute A8. L'enquête s'orienta ensuite vers d'éventuels problèmes dans le quartier. Les années 90 étaient marquées à Marseille par des tensions liées au trafic de drogue et au règlement de comptes entre bandes rivales. Cependant, Karim n'avait aucun lien avec ces milieux et était même respecté par les jeunes les plus difficiles du quartier pour son parcours exemplaire. L'inspecteur Navarro étudia aussi la piste d'un accident ou d'une agression crapuleuse. Les hôpitaux de la région furent contactés, les morgues vérifiées, les terrains vagues fouillés. Plusieurs témoignages signalaient des rixes dans le centre-ville ces jours-là, mais aucune ne correspondait au profil ou à l'horaire de Karim. Une piste particulièrement troublante émergea le 2 octobre. Madame Ginette Castel, concierge d'un immeuble de la rue Paradis, affirma avoir vu un jeune homme correspondant au signalement de Karim monter dans une voiture sombre vers 19h le 23 septembre. Cependant, elle reconnut qu'elle n'était pas certaine de l'identification et que l'éclairage public était défaillant dans cette rue. Cette piste fut approfondie pendant plusieurs jours. L'inspecteur Navarro fit analyser les témoignages de tous les habitants de la rue Paradis, qui ne se trouvaient pas sur le trajet habituel de Karim vers le gymnase. Aucune autre personne ne confirma avoir vu quoi que ce soit de suspect ce soir-là. Parallèlement, une enquête approfondie fut menée sur l'entourage sportif de Karim. Le monde de la boxe amateur à Marseille était relativement restreint, et l'inspecteur Navarro interrogea tous les entraîneurs, boxeurs et dirigeants des clubs de la région. Il ressortit de ces investigations que Karim n'avait aucun ennemi dans le milieu sportif. Au contraire, sa personnalité respectueuse et son talent reconnu lui valaient l'estime de tous. Même ses adversaires sur le ring le décrivaient comme un compétiteur loyal et fair-play. Cependant, une information intrigante émergea lors de l'audition de Marc Santini, un entraîneur du club de boxe de Toulon. Santini révéla qu'un homme s'était présenté dans son club 15 jours avant la disparition de Karim, prétendant être journaliste sportif et posant de nombreuses questions sur le jeune boxeur marseillais. Il voulait tout savoir sur Karim, expliqua Santini à l'inspecteur Navarro. Son style, ses points faibles, ses projets d'avenir, même des détails sur sa vie privée. J'ai trouvé ça bizarre parce qu'un vrai journaliste aurait d'abord contacté son entraîneur ou son club directement. Santini décrivit l'homme comme étant âgé d'une quarantaine d'années, de taille moyenne, aux cheveux châtains et portant un costume sombre.
Il n'avait pas laissé de carte de visite et était reparti rapidement quand Santini avait voulu voir ses accréditations de presse. Cette piste du faux journaliste fut explorée dans tous les clubs de boxe de la région. 2 autres entraîneurs, à Cannes et à Avignon, confirmèrent avoir reçu la visite d'un homme correspondant à cette description, posant les mêmes questions sur Karim. L'inspecteur Navarro fit appel au service de l'identité judiciaire pour établir un portrait robot basé sur les témoignages des 3 entraîneurs. Le portrait révéla un visage assez commun, difficile à identifier précisément, mais les témoins s'accordaient sur certains détails. Une cicatrice discrète sur la joue gauche et une bague dorée à l'annulaire droit. Ce portrait robot fut diffusé dans la presse locale et affiché dans tous les lieux publics de Marseille. Plusieurs témoignages arrivèrent, mais aucun ne permit d'identifier formellement l'individu ou de le localiser. L'automne 1996 s'écoula dans l'angoisse pour la famille Ben Ali. Ahmed avait repris le travail au port, mais ses collègues témoignaient qu'il n'était plus le même homme. Fatima maigrissait à vue d'œil et sombrait dans une mélancolie profonde. Nadia abandonna temporairement ses études pour s'occuper de sa mère et aider aux recherches. Les jumeaux Omar et Samir, malgré leur jeune âge, participaient activement aux recherches après les cours, collant des affiches et interrogeant les passants. Leur chambre était devenue un véritable centre de commandement avec des cartes de Marseille épinglées au mur et des listes de témoignages potentiels. Le club de boxe, les Gladiateurs de Marseille, organisait chaque week-end des battues dans différents quartiers de la ville. Lucien Marchand avait suspendu temporairement les entraînements compétitifs, concentrant toute son énergie sur les recherches de son protégé. En novembre 1996, les championnats régionaux eurent lieu sans Karim. Lucien assista au combat, espérant contre tout espoir voir apparaître son élève, mais il ne put retenir ses larmes en voyant la catégorie poids moyen se dérouler sans celui qu'il considérait comme le futur champion. L'enquête officielle piétinait malgré les efforts considérables déployés. L'inspecteur Navarro avait exploré toutes les pistes conventionnelles. Fugue, agression, enlèvement, accident, suicide. Aucune ne résistait à l'analyse approfondie des faits. La piste de la fugue volontaire fut rapidement écartée compte tenu de la personnalité de Karim et de son attachement familial. Celle de l'agression crapuleuse se heurtait à l'absence totale de témoins sur un trajet très fréquenté à cette heure. L'enlèvement semblait improbable, car aucune demande de rançon n'avait été formulée, et la famille Ben Ali n'avait pas les moyens financiers pour intéresser des ravisseurs. Le suicide était également exclu par tous ceux qui connaissaient Karim. Son état d'esprit était au beau fixe, ses projets d'avenir concrets, et rien dans son comportement récent ne laissait présager une telle décision. L'hiver 1996-1997 fut particulièrement rigoureux pour la famille Ben Ali. Noël se passa dans la tristesse avec une chaise vide à la table familiale qui rappelait cruellement l'absence de Karim. Fatima avait préparé le couscous préféré de son fils aîné, espérant irrationnellement qu'il franchirait la porte au moment du repas. L'inspecteur Navarro continuait ses investigations avec une détermination admirable. Il reprenait régulièrement les témoignages, vérifiait les nouvelles pistes, maintenait le contact avec les services de police d'autres villes au cas où Karim aurait été retrouvé ailleurs. En janvier 1997, une information troublante parvint à l'inspecteur. Un détenu de la prison des Baumettes, incarcéré pour trafic de stupéfiants, prétendait détenir des informations sur la disparition de Karim. L'homme, Rachid Méziani, 34 ans, demandait à négocier ces informations contre une réduction de peine. Navarro rencontra Méziani en février 1997. Le détenu affirma qu'un de ses anciens complices, désormais en fuite, lui avait confié avoir été témoin d'un enlèvement rue de la République le soir de la disparition de Karim. Selon ses dires, 3 hommes auraient forcé un jeune boxeur à monter dans une camionnette blanche. Cette révélation relança l'enquête. Cependant, Méziani refusa de donner le nom de son informateur tant qu'il n'aurait pas obtenu des garanties écrites concernant sa peine. Les négociations avec le parquet traînèrent en longueur, et finalement, Méziani retira ses déclarations,
prétextant qu'il avait confondu avec une autre affaire. L'inspecteur Navarro soupçonna que Mesiani avait inventé cette histoire pour obtenir des avantages judiciaires. Cette fausse piste fit perdre plusieurs semaines précieuses et accentua la frustration de la famille Ben Ali, qui espérait enfin obtenir des réponses. Le printemps 1997 marqua le premier anniversaire de l'enquête. L'inspecteur Navarro avait interrogé plus de 200 personnes, vérifié des centaines d'éléments, exploré toutes les pistes imaginables. Le dossier comptait désormais plus de 1000 pages, mais aucune réponse satisfaisante n'émergeait. Une cérémonie en mémoire de Karim fut organisée le 23 septembre 1997 au gymnase Georges Carpentier. Plus de 300 personnes y assistèrent. Familles, amis, membres du club de boxe, habitants du quartier, et même des boxeurs venus de toute la région pour rendre hommage au jeune homme disparu. Lucien Marchand prononça un discours émouvant dans lequel il évoqua le talent exceptionnel de Karim, mais surtout sa générosité et sa droiture. Karim n'était pas seulement un champion en devenir, déclara-t-il. C'était un exemple pour tous les jeunes du quartier. Son absence laisse un vide immense que personne ne pourra jamais combler. Cette cérémonie eut un retentissement médiatique important. Plusieurs journaux régionaux publièrent des articles rappelant l'affaire, ce qui généra de nouveaux témoignages. Malheureusement, aucun ne s'avéra pertinent pour faire avancer l'enquête. L'automne 1997 apporta une nouvelle piste inattendue. Madame Colette Lemarchand, une retraitée de 67 ans habitant le quartier du Roucas-Blanc, contacta la police pour signaler qu'elle avait retrouvé, en rangeant sa cave, un sac de sport qu'elle avait ramassé dans la rue 1 an plus tôt. « Je faisais ma promenade quotidienne quand j'ai vu ce sac abandonné près des poubelles », expliqua-t-elle à l'inspecteur Navarro. « J'ai pensé que quelqu'un l'avait oublié et je l'ai rapporté chez moi, en me disant que je le rendrais si quelqu'un le cherchait. Mais personne n'est venu, et avec l'âge, j'avais complètement oublié. Le sac était un modèle Adidas bleu marine, identique à celui que portait Karim le soir de sa disparition. À l'intérieur, l'inspecteur découvrit des affaires de sport. Gants de boxe, chaussures, bandages, protège-dents, et surtout un carnet d'entraînement avec le nom K. Ben Ali écrit sur la couverture. Cette découverte était capitale, car elle prouvait que Karim avait bien pris la direction du gymnase ce soir-là. Le quartier du Roucas-Blanc se trouvait à mi-chemin entre le domicile des Ben Ali et le gymnase, mais légèrement en dehors du trajet habituel. L'analyse du carnet révéla les dernières annotations de Karim, datées du 22 septembre 1996, soit la veille de sa disparition. Il y avait noté ses objectifs pour la séance du lendemain: travail déplacements latéraux, 5 rounds shadowboxing, technique esquive, cardio 30 mines. Le sac fut minutieusement analysé par le laboratoire de police scientifique. Aucune trace d'ADN étranger n'y fut détectée, mais sa présence dans ce quartier posait de nouvelles questions. Pourquoi Karim s'était-il écarté de son trajet habituel? Avait-il rendez-vous avec quelqu'un? Avait-il été forcé de se déplacer? L'inspecteur Navarro reconstitua méticuleusement les événements possibles. Si Karim était parti de chez lui vers 18h30 et que son sac avait été trouvé dans le Roucas-Blanc, cela situait l'incident quelque part entre 18h45 et 19h15, ce qui correspondait à l'horaire où il aurait dû arriver au gymnase. Madame Lemarchand fut interrogée en détail sur les circonstances exactes de sa découverte. Elle se souvenait avoir trouvé le sac le 24 septembre 1996 vers 9h du matin, lors de sa promenade quotidienne. Il était posé contre un mur, près des conteneurs à ordures de la rue Breteuil, comme s'il avait été abandonné récemment. Cette localisation était particulièrement intrigante, car la rue Breteuil était une voie résidentielle calme, peu fréquentée le soir, et qui ne présentait aucun intérêt particulier pour Karim. L'inspecteur Navarro interrogea tous les habitants de cette rue, mais personne n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect la nuit du 23 au 24 septembre. L'enquête se concentra alors sur cette nouvelle zone géographique. Des battues furent organisées dans tous les jardins, parkings et terrains vagues du quartier.
Les égouts et canalisations furent vérifiés. Les puits et citernes anciennes inspectés. Rien ne fut découvert qui puisse éclairer le sort de Karim. L'analyse des habitudes et contacts de Karim fut reprise sous ce nouvel angle. Connaissait-il quelqu'un dans le quartier du Roucas Blanc? Avait-il une raison de s'y rendre? Les investigations révélèrent qu'il n'avait aucun lien particulier avec cette zone de Marseille. Cependant, une coïncidence troublante émergea. Christian Volpato, le manager sportif qui avait contacté Karim, possédait un pied-à-terre dans le quartier du Roucas Blanc. Il s'agissait d'un studio qu'il utilisait lors de ses déplacements professionnels à Marseille. L'inspecteur Navarro convoqua à nouveau Volpato pour l'interroger sur cette coïncidence. L'homme se montra surpris par cette information et expliqua qu'il n'avait jamais mentionné l'existence de ce studio à Karim lors de leur rencontre. Il fournit les clés pour une perquisition qui ne révéla rien de suspect. L'alibi de Volpato pour la soirée du 23 septembre fut revérifié minutieusement. Les témoins de Monaco confirmèrent sa présence jusqu'à 21h30 et les relevés d'autoroute montraient qu'il était rentré directement à Nice sans faire de détour par Marseille. L'année 1998 s'ouvrit sans nouvelles révélations. L'enquête était désormais au point mort. Et l'inspecteur Navarro dut reconnaître que toutes les pistes raisonnables avaient été explorées. Le dossier resta ouvert, mais les moyens qui y étaient consacrés furent progressivement réduits. La famille Ben Ali refusait cependant d'abandonner. Ahmed avait constitué une association, Recherche Karim Ben Ali, qui organisait régulièrement des campagnes d'information et des événements pour maintenir l'affaire dans l'actualité locale. Nadia, qui avait finalement repris ses études, s'orienta vers le journalisme avec l'objectif secret de pouvoir un jour enquêter elle-même sur la disparition de son frère. Elle développa une obsession pour les techniques d'investigation et passa ses week-ends à consulter les archives de presse et à reprendre contact avec d'anciens témoins. Lucien Marchand avait transformé une partie du gymnase en mémorial de Karim. Les photos du jeune boxeur ornaient les murs et une plaque commémorative avait été installée près du ring principal. Il ne se passait pas un jour sans que l'entraîneur évoque la mémoire de son protégé disparu. En 1999, 3 ans après la disparition, l'inspecteur Navarro fut muté à une autre brigade. Son successeur, l'inspecteur principal Michel Castellani, reprit le dossier avec un regard neuf mais ne put apporter d'éléments nouveaux. L'affaire Ben Ali était devenue l'une des énigmes criminelles les plus médiatisées de Marseille. Régulièrement, des journalistes relançaient l'intérêt du public, des émissions de télévision consacraient des reportages au cas, mais aucune révélation majeure n'émergea. Les années 2000 furent marquées par plusieurs fausses alertes qui redonnèrent momentanément espoir à la famille. En 2001, un homme ressemblant à Karim fut aperçu dans une gare de Lyon, mais l'identification s'avéra erronée. En 2003, des ossements découverts dans les calanques firent l'objet d'analyses ADN qui exclurent tout lien avec le jeune boxeur disparu. En 2005, Nadia Ben Ali, devenue journaliste au quotidien La Provence, publia une série d'articles sur l'affaire de son frère. Son investigation approfondie révéla plusieurs négligences dans l'enquête initiale et relança l'intérêt du public. Cependant, malgré l'émotion suscitée, aucun élément nouveau ne permit de faire progresser l'affaire. Cette même année, Ahmed Ben Ali prit sa retraite après 35 ans de service au port de Marseille. Usé par le chagrin et les années de recherche infructueuses, il développa des problèmes cardiaques qui l'obligèrent à réduire ses activités. Fatima, elle, n'avait jamais vraiment récupéré du choc initial et vivait dans l'espoir permanent du retour de son fils. Les jumeaux Omar et Samir, devenus adultes, avaient chacun suivi leur chemin. Omar était devenu mécanicien automobile et avait fondé une famille, mais il participait toujours aux commémorations annuelles organisées en mémoire de Karim. Samir avait rejoint la police nationale, en partie motivé par l'espoir de pouvoir un jour élucider l'affaire de son frère. En 2008, Lucien Marchand, alors âgé de 70 ans, décida de prendre sa retraite et de céder la direction du club de boxe à son adjoint Philippe Rossi. Lors de la cérémonie d'adieu,
l'ancien entraîneur évoqua une dernière fois Karim devant tous les membres du club. 12 ans ont passé, mais Karim reste pour moi le plus grand talent que j'ai eu la chance d'entraîner. Où qu'il soit, j'espère qu'il sait à quel point il nous manque. L'affaire Ben Ali semblait définitivement classée dans les archives des mystères non résolus de Marseille. L'enquête officielle était toujours ouverte, mais plus aucun moyen n'y était affecté. Seule la famille et quelques proches maintenaient l'espoir de découvrir un jour la vérité. C'est alors qu'en mars 2011, 15 ans après la disparition de Karim, un événement inattendu allait bouleverser toute l'affaire. La société de rénovation Bâti-Rénov', dirigée par Antoine Mercier, avait obtenu le contrat de réhabilitation complète du gymnase Georges Carpentier. Le bâtiment, construit dans les années 60, nécessitait d'importants travaux de mise aux normes et de modernisation. Les travaux avaient commencé en février 2011 par la démolition des cloisons intérieures vétustes. L'équipe d'ouvriers, menée par le chef de chantier Sergio Fontana, progressait méthodiquement dans la rénovation de l'ancien bâtiment. Le 14 mars 2011, vers 14h30, deux ouvriers, Kevin Armand et David Pelletier, s'attaquaient à la démolition d'un mur de séparation entre les anciens bureaux administratifs et la zone d'entraînement. Ce mur, construit en parpaing creux, semblait ne pas être porteur et devait être entièrement abattu pour créer un espace plus moderne. Alors qu'ils attaquaient la partie basse du mur avec leur masse, Kevin remarqua que l'un des parpaings sonnait différemment des autres, comme s'il était plus creux. En l'examinant de plus près, il découvrit que ce bloc avait été descellé, puis remis en place, mais avec un mortier de couleur légèrement différente. « David, viens voir ça », appela Kevin en montrant le parpaing suspect. On dirait que quelqu'un a ouvert ce bloc et l'a refermé après. David Pelletier, ouvrier expérimenté de 38 ans, examina attentivement la maçonnerie. Il confirma que ce parpaing avait effectivement été manipulé, probablement des années auparavant, car le mortier de rebouchage était bien durci. Par curiosité, ils décidèrent d'ouvrir ce parpaing pour voir ce qu'il contenait. Avec des précautions pour ne pas endommager d'éventuels contenus, ils dégagèrent progressivement le mortier à l'aide de burins et de marteaux. À l'intérieur du parpaing creux, enveloppé dans plusieurs sacs plastiques étanches, se trouvait une cassette VHS de la marque Sony, accompagnée d'une enveloppe Kraft scellée. Kevin et David, intrigués par cette découverte, décidèrent de prévenir immédiatement leur chef de chantier. Sergio Fontana arriva sur place dans les minutes suivantes. Voyant la nature de la découverte, il comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une simple curiosité historique. Quelqu'un avait délibérément caché ces objets dans le mur, probablement depuis de nombreuses années. « On ne touche plus à rien », déclara Fontana. « Je vais appeler la police. Cette cassette a peut-être un rapport avec une affaire criminelle. » L'inspecteur de garde au commissariat du 1er arrondissement, contacté vers 15h, se déplaça rapidement sur le chantier. Voyant qu'il s'agissait d'une découverte dans l'ancien gymnase où s'entraînait Karim Ben Ali, il fit immédiatement le lien avec l'affaire non résolue et contacta sa hiérarchie. L'inspecteur principal Michel Castellani, qui avait en charge le dossier Ben Ali depuis 1999, fut prévenu dans l'heure. Il se rendit personnellement sur le chantier, accompagné d'un technicien de l'identité judiciaire pour sécuriser la découverte selon les procédures légales. La cassette VHS et l'enveloppe furent placées sous scellé et transportées au laboratoire de police scientifique pour analyse. Les premiers examens révélèrent que les emballages plastiques avaient parfaitement protégé les objets de l'humidité et que la cassette semblait en bon état de conservation. L'enveloppe Kraft contenait une lettre manuscrite de 3 pages, rédigée à l'encre bleue sur du papier à en-tête du club de boxe Les Gladiateurs de Marseille. L'écriture était soignée mais légèrement tremblée, comme celle d'une personne âgée ou en proie à une forte émotion. La lettre était datée du 25 septembre 1996, soit 2 jours après la disparition de Karim, et signée L. Marchand. Elle était adressée à qui trouvera cette lettre et cette cassette. L'inspecteur Castellani, accompagné du procureur adjoint François Villeneuve, procéda à l'ouverture officielle de la lettre en présence de témoins.
Le contenu de cette lettre allait bouleverser complètement la compréhension de l'affaire Ben Ali. Si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai trouvé le courage de révéler la vérité ou que je suis mort en emportant ce secret avec moi. Je m'appelle Lucien Marchand, j'ai 58 ans et je suis l'entraîneur de boxe de Karim Ben Ali. Ce qui s'est passé le 23 septembre 1996 me hante depuis 48 heures et je ne peux plus vivre avec ce fardeau. L'inspecteur Castellani interrompit sa lecture, réalisant l'ampleur de ce qu'il découvrait. Lucien Marchand, l'entraîneur respecté qui avait participé activement aux recherches et témoigné de manière émouvante, semblait détenir la clé du mystère depuis le début. Karim est venu au gymnase ce soir-là, contrairement à ce que j'ai dit à la police. Il est arrivé vers 19h15, légèrement en retard, mais il m'a expliqué qu'il avait fait un détour pour réfléchir à la proposition de ce manager de Nice. Nous avons commencé l'entraînement normalement. La lettre détaillait ensuite les événements de cette soirée fatidique avec une précision troublante. Selon Marchand, l'entraînement s'était déroulé sans problème jusqu'à 20h30 environ, moment où Karim avait confié à son entraîneur ses véritables préoccupations. Karim était perturbé, mais pas par la proposition de Volpato. Il m'a révélé qu'il avait découvert quelque chose de grave concernant moi, quelque chose qu'il avait gardé pour lui depuis plusieurs semaines. Il avait remarqué que je prélevais de l'argent dans la caisse du club, et il voulait comprendre pourquoi. L'inspecteur Castellani poursuivit sa lecture avec une attention croissante. Marchand décrivait dans sa lettre comment Karim avait découvert ces détournements de fonds commis depuis plus de 2 ans pour couvrir des dettes de jeu. J'avais un problème avec les courses hippiques depuis la mort de ma femme en 1994. Je pensais que personne ne s'en apercevrait, que je pourrais rembourser avant que ça se découvre. Mais Karim était intelligent. Il tenait les comptes des licences et des équipements, et il avait remarqué les incohérences. La confession révélait que Karim n'avait pas accusé directement son entraîneur, mais qu'il avait voulu comprendre la situation et l'aider. Il me proposait même de garder le secret si j'acceptais de me faire soigner pour mon addiction. Ce gamin de 19 ans essayait de sauver ma réputation alors que j'avais volé son club. Mais c'est la suite de la lettre qui révéla la tragédie véritable. Nous avons discuté pendant presque 1 heure après l'entraînement. Karim était ferme, mais compréhensif. Il voulait que j'avoue au président du club et que je rembourse progressivement. Moi, j'étais paniqué à l'idée de perdre ma réputation, mon travail, tout ce qui me restait. Marchand décrivait ensuite comment la discussion avait dégénéré. Karim m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser continuer à voler l'argent du club, que c'était une question de principe. Il m'a donné jusqu'au lendemain pour avouer, sinon il le ferait lui-même. J'ai perdu la tête. L'inspecteur Castellani sentit son cœur s'accélérer en lisant la suite. Je l'ai supplié de me laisser encore quelques semaines, mais il était inflexible. Dans un moment de folie, j'ai attrapé une barre de fer qui traînait près du matériel et je l'ai frappé à la tête. Je voulais juste le faire taire, pas le tuer. Mais le coup a été plus violent que je ne pensais. La confession détaillait ensuite comment Marchand avait tenté de ranimer Karim avant de réaliser qu'il était mort. J'ai passé 1 heure à essayer de le réveiller, à lui faire du bouche à bouche, à presser sur sa poitrine. Mais il ne respirait plus. J'avais tué le garçon que je considérais comme mon fils. La suite de la lettre décrivait le plan improvisé de Marchand pour dissimuler son crime. J'ai paniqué complètement. J'ai chargé le corps de Karim dans ma voiture, une vieille Renault 21, et je l'ai emmené dans les calanques que je connaissais bien grâce à mes randonnées. J'ai trouvé une crevasse profonde, près du cap Croisette, et j'y ai descendu le corps avec des cordes d'escalade. L'inspecteur Castellani réalisa que cette localisation n'avait jamais été fouillée lors des recherches initiales, car elle se trouvait relativement loin de Marseille et ne présentait aucun lien apparent avec Karim ou son entourage. Pour les affaires de Karim, j'ai abandonné son sac dans le quartier du Rouca Blanc en espérant que ça détournerait les soupçons. Puis je suis rentré chez moi et j'ai passé la nuit à nettoyer ma voiture et à répéter l'histoire que j'allais raconter à la police. La lettre révélait aussi comment Marchand avait réussi à tromper tout le monde, y compris la famille Ben Ali. Le plus dur, c'était de jouer la comédie devant Ahmed et Fatima,
de participer aux recherches en sachant que je cherchais un mort que j'avais moi-même tué. Chaque fois que je voyais leur visage plein d'espoir, j'avais envie de mourir. Marchand expliquait qu'il avait filmé cette confession sur cassette vidéo le 25 septembre 1996, puis avait caché la cassette et la lettre dans le mur du gymnase en espérant qu'elle serait découverte après sa mort. Je n'ai pas eu le courage de me suicider ou d'avouer à la police. J'ai préféré continuer à vivre avec ce secret en espérant que quelqu'un découvrirait un jour la vérité. Si vous lisez ces lignes, allez chercher le corps de Karim dans la crevasse que j'indique sur la carte ci-jointe. Et dites à sa famille que je suis désolé, même si je sais que mes excuses ne pourront jamais réparer le mal que j'ai fait. La lettre se terminait par un plan détaillé de la localisation du corps dans les Calanques, avec des repères géographiques précis et des indications topographiques. Marchand avait joint une photocopie d'une carte IGN, sur laquelle il avait marqué l'emplacement exact. L'inspecteur Castellani, bouleversé par cette découverte, contacta immédiatement le procureur de la République. Une opération de recherche fut organisée en urgence pour le lendemain matin dans les Calanques, avec l'appui des gendarmes spécialisés en montagne et des plongeurs de la sécurité civile. En parallèle, la cassette VHS fut confiée au laboratoire audiovisuel pour être visionnée dans les meilleures conditions techniques. L'inspecteur Castellani, accompagné du procureur Villeneuve, assista à cette projection cruciale le soir même. La cassette contenait effectivement l'enregistrement de Lucien Marchand, filmé dans ce qui semblait être son appartement personnel. L'homme apparaissait vieilli, les traits tirés, les yeux rougis par les larmes. Il répétait oralement le contenu de sa lettre écrite, avec parfois des détails supplémentaires. Je filme cette confession parce que j'ai peur d'oublier des détails importants dans l'émotion, déclarait Marchand face à la caméra. Je veux que la famille Ben Ali sache exactement ce qui s'est passé, comment leur fils est mort et pourquoi j'ai fait ça. L'enregistrement durait environ 45 minutes et confirmait tous les éléments de la lettre manuscrite. Marchand y apparaissait authentiquement rongé par la culpabilité, décrivant ses gestes avec une précision clinique qui ne laissait aucun doute sur la véracité de ses aveux. « Karim ne méritait pas de mourir pour ça », répétait-il plusieurs fois. « C'était un gamin formidable, droit, honnête, tout ce que je n'étais plus. Il voulait m'aider et moi, je l'ai tué. Je ne mérite pas le pardon, mais j'espère que la vérité permettra à sa famille de faire son deuil. » Le 16 mars 2011, à 7h du matin, l'opération de recherche fut lancée dans les Calanques du Cap Croisette. L'équipe de recherche, composée de gendarmes de montagne, de spéléologues et de techniciens de l'identité judiciaire, se dirigea vers la zone indiquée par Marchand. La localisation s'avéra parfaitement exacte. La crevasse décrite par l'ancien entraîneur fut rapidement identifiée grâce au plan détaillé qu'il avait fourni. Il s'agissait d'une faille naturelle dans la roche calcaire, profonde d'environ 15 mètres et dissimulée par la végétation méditerranéenne. Vers 11h30, les spéléologues remontèrent les restes de Karim Ben Ali, 15 ans après sa mort. Le corps, momifié par l'air sec de la crevasse, était remarquablement bien conservé. Il portait encore sa tenue d'entraînement de 1996 et ses chaussures de sport. L'autopsie, pratiquée le lendemain par le médecin légiste Dr Catherine Morel, confirma la version de Marchand. Karim était mort d'un traumatisme crânien compatible avec le coup de barre de fer décrit dans la confession. Aucune autre blessure n'était visible sur le corps. L'inspecteur Castellani fut chargé de l'arrestation de Lucien Marchand. Quand il se présenta au domicile de l'ancien entraîneur le 17 mars 2011, il le trouva dans un état de délabrement physique et mental avancé. Marchand, âgé de 73 ans, souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis 2008 et ne se souvenait plus clairement des événements de 1996. « Je sais que j'ai fait quelque chose de mal », répétait Marchand lors de son interrogatoire, « mais je ne me souviens plus exactement de quoi. Est-ce que j'ai vraiment tué ce garçon ? Pourquoi j'aurais fait ça ? » Cette situation créa un dilemme juridique complexe. Marchand était formellement coupable du meurtre de Karim Ben Ali, comme le prouvaient ses propres aveux filmés, mais son état mental actuel le rendait inapte à subir un procès.
Le parquet décida de le placer sous contrôle médical en attendant l'évolution de sa maladie. La nouvelle de la résolution de l'affaire Ben Ali fit sensation à Marseille et dans toute la France. Après 15 ans de mystère, la vérité était enfin révélée, mais elle était bien différente de ce que tous avaient imaginé. Pour la famille Ben Ali, cette révélation fut un choc terrible. Ahmed, désormais âgé de 67 ans, eut beaucoup de mal à accepter que l'homme en qui il avait eu confiance pendant toutes ces années était en réalité l'assassin de son fils. « Lucien faisait partie de la famille », déclara-t-il au journaliste. « Il a pleuré avec nous, il a participé aux recherches, il nous a soutenus dans les moments les plus difficiles. Comment peut-on être aussi hypocrite? Comment peut-on consoler des parents en sachant qu'on a tué leur enfant ?» Fatima Ben Ali, âgée de 65 ans et affaiblie par 15 années de chagrin, fut hospitalisée suite au choc de cette révélation. Pour elle, qui avait toujours espéré revoir son fils vivant, apprendre qu'il était mort depuis le premier jour et que son meurtrier l'avait consolé pendant toutes ces années était insupportable. Nadia, devenue une journaliste accomplie, écrivit une série d'articles bouleversants sur l'affaire. « Nous avons pleuré 15 ans un fils, un frère disparu », écrivit-elle. « Nous découvrons aujourd'hui que nous aurions dû le pleurer mort dès le premier jour. Notre chagrin était légitime, mais nos espoirs étaient vains depuis le début. » Les jumeaux Omar et Samir réagirent différemment à la révélation. Omar éprouva une rage immense contre Marchand, mais aussi un certain soulagement de connaître enfin la vérité. Samir, devenu policier, analysa l'affaire d'un point de vue professionnel et reconnut que le stratagème de Marchand avait été particulièrement bien conçu. Il a réussi à détourner tous les soupçons en participant activement aux recherches, expliqua Samir. Psychologiquement, c'était machiavélique. Qui aurait pu soupçonner l'homme qui organisait les battues et consolait notre famille? Le club de boxe, les Gladiateurs de Marseille, fut également secoué par cette révélation. Philippe Rossi, qui avait succédé à Marchand en 2008, dut gérer la crise de confiance qui s'abattit sur l'institution. Plusieurs parents retirèrent leurs enfants du club, associant désormais ce lieu aux crimes commis par l'ancien entraîneur. Lucien Marchand a trahi tout ce que représente la boxe, déclara Rossi. Ce sport enseigne le respect, l'honneur, la droiture. Il a souillé ses valeurs par son acte et son mensonge. Nous devons maintenant reconstruire la confiance et honorer la mémoire de Karim. Les obsèques de Karim Ben Ali eurent lieu le 25 mars 2011, 15 ans et 6 mois après sa mort. Plus de 1000 personnes assistèrent à la cérémonie à la mosquée de la rue de Lyon, puis au cimetière musulman de Saint-Pierre. L'émotion était immense, mélange de tristesse pour la perte définitive de Karim et de soulagement de pouvoir enfin faire son deuil. L'imam qui dirigea la cérémonie, Abderrahman Chadli, évoqua la personnalité exceptionnelle de Karim et le courage de sa famille. Karim était un exemple pour tous les jeunes de notre communauté. Sa mort nous rappelle que le mal peut se cacher derrière les apparences les plus trompeuses, mais que la vérité finit toujours par triompher. Ahmed Ben Ali prononça un discours bouleversant devant l'Assemblée. « Mon fils peut enfin reposer en paix. Nous savons maintenant ce qui lui est arrivé. Le responsable de sa mort a vécu 15 ans avec ce secret, rongé par la culpabilité. C'est sa punition. Nous pouvons enfin commencer à guérir. » L'affaire Ben Ali souleva de nombreuses questions sur la conduite des enquêtes criminelles et la psychologie des témoins. Comment Marchand avait-il pu tromper si longtemps policiers, familles et amis? Comment avait-il trouvé la force de jouer la comédie pendant 15 ans? Le psychiatre Dr Henri Blanchard, spécialisé dans l'étude des comportements criminels, analysa le cas pour le journal Le Figaro. Marchand a développé une personnalité dissociée qui lui permettait de compartimenter sa culpabilité. D'un côté, il était authentiquement rongé par son crime, de l'autre, il jouait parfaitement le rôle de l'entraîneur éploré. Cette dualité explique qu'il ait pu enregistrer ses aveux tout en continuant à mentir pendant des années. Lucien Marchand fut placé dans un établissement spécialisé pour malades d'Alzheimer, où il vécut ses derniers mois dans la confusion mentale totale.
Il mourut le 12 septembre 2011, 6 mois après la découverte de ses aveux, sans avoir jamais recouvré suffisamment de lucidité pour être jugé. Sa mort priva la justice d'un procès qui aurait permis d'explorer plus profondément les circonstances du crime et les motivations de l'accusé. Cependant, ses aveux filmés et écrits constituaient des preuves si accablantes qu'aucun doute ne subsistait sur sa culpabilité. L'affaire Karim Ben Ali fut officiellement classée le 20 octobre 2011, 15 ans et 1 mois après le début de l'enquête. Dans ses conclusions, le procureur François Villeneuve souligna l'exemplarité de cette affaire. Ce dossier prouve que la vérité peut surgir des années après les faits, parfois là où on ne l'attend pas. Il nous rappelle aussi que les apparences peuvent être trompeuses et que la culpabilité peut se cacher derrière les masques les plus convaincants. Cette histoire nous montre comment un secret peut ronger une vie entière et comment la vérité, même cachée dans un mur, finit toujours par émerger. Elle révèle aussi la complexité de la nature humaine. Comment un homme peut-il consoler sincèrement une famille tout en sachant qu'il est responsable de leur malheur? Qu'avez-vous pensé de cette affaire troublante? Aviez-vous soupçonné que l'entraîneur puisse être impliqué dans la disparition de Karim? Comment une personne peut-elle vivre 15 ans avec un tel secret? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête criminelle vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Likez cette vidéo si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles françaises. Car c'est en comprenant ces tragédies humaines que nous pouvons espérer mieux protéger les innocents à l'avenir.